Bonjour à toutes et à tous. Il me semble qu'il y a un tout petit peu moins de mouvement dans la salle, ce qui tente à signifier que les derniers inscrits sont en train d'arriver. Et je vais simplement dire un petit mot d'accueil à vous, bien entendu, en observant que vous êtes venus nombreux à ces petites conférences scientifiques qui durent généralement 1h30, donc on va essayer de faire en sorte qu'elles durent autant de temps, et où on a à peu près une cinquantaine de participants. Alors, il doit y avoir un effet d'intérêt particulier pour le sujet parce que vous êtes le double. Et je pense qu'aujourd'hui, vous battez notre record de participation à ces micro-conférences. Alors, j'en profite pour accueillir et féliciter, parce qu'il y est vraisemblablement pour quelque chose, le professeur Mohamed Merji. Je suis ravi à titre personnel de revoir, après tant d'années. On se connaît depuis très longtemps et on se revoit après être resté un grand moment sans se voir. Donc le plaisir est réel me concernant. J'observe qu'évidemment on voit passer le poids des années, surtout moi d'ailleurs. Mais voilà, donc ça fait en tout cas ravi de vous accueillir et ravi de vous retrouver pour ce sujet qui manifestement passionne. Alors, je découvre fortuitement votre premier transparent et je réfléchissais en venant à ce que j'allais vous dire et je crois que tout est là. Tout est dans ces 4 mots, c'est-à-dire au fond, nutrition et culture alimentaire. Au moment où les instances du Fonds français pour l'alimentation et la santé ont décidé de vous proposer ce sujet, il est assez évident qu'il n'y avait pas exactement la même actualité que celle qui existe aujourd'hui. Et c'est bien qu'il y a évidemment une vraie acuité, un vrai sujet nutrition. Et le véritable enjeu, c'est sans doute de vérifier à ce stade, et sans doute de faire correspondre pour la suite, les paradigmes de 2 dimensions. La première dimension, c'est évidemment la nutrition, et la deuxième, c'est la culture alimentaire, dont on dit qu'en France, elle a un poids ou une accroche particulière. Alors ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'il y a convergence entre ces paradigmes, finalement de ces 2 domaines, ou est-ce qu'on est totalement en silo, ce qui évidemment compliquerait terriblement la donne, et ce qui compliquerait terriblement l'action des pouvoirs publics, qui ont des choses à faire sur les 2 sujets. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de commencer finalement à discuter des interactions qui existent entre la nutrition et la culture alimentaire française, puisqu'on est ici. Alors, un mot encore pour vous dire comment les choses vont se passer. Elles vont se passer exactement comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intervention qui va durer 3/4 d'heure, et puis après, on va essayer de consacrer à peu près autant de temps aux questions-réponses. Alors, je ne verrai à titre personnel aucun inconvénient à ce que ce ne soit pas que des questions-réponses. C'est-à-dire que tout ça prenne l'allure d'un vrai débat, parce qu'on va avoir besoin de débattre dans les semaines qui viennent. Et ça veut dire que la seule chose qu'on pourra vous apporter à ce stade, dans ce débat qui s'installera, ce que j'espère, c'est évidemment l'avis d'un expert. Celui qui aura parlé avant, mais c'est aussi son avis d'expert sur les questions que vous voudrez bien lui poser. Moi, je veillerai religieusement à ce que les débats ne prennent pas un tour conflictuel. Et vous pouvez me faire confiance, j'y reviendrai. Voilà, donc je vais laisser Mohamed se présenter, il le fera infiniment mieux que moi. Et évidemment, lui laisser traiter le sujet qu'on lui a demandé de traiter et qu'il a très gentiment accepté. Merci à vous. Merci. Bonjour. Je m'appelle Mohamed Merji, je suis professeur à l'ENSIA, l'École supérieure de commerce de Nantes, où je dirige également un laboratoire qui s'appelle le LESMA. Alors ce dont je voudrais vous parler, donc, c'est de la perception que les consommateurs français ont de la nutrition, pour montrer que, comme on vient de le dire, la culture alimentaire joue un rôle très important dans ce domaine, et que c'est pour cette raison aussi qu'il existe ce qu'on pourrait appeler en France un obstacle culturel à la réception du discours nutritionnel. Alors c'est sur l'analyse et l'illustration de cet obstacle que je vais me focaliser dans cette présentation exclusivement, sachant que cet obstacle n'est pas un fait scientifique nouveau. Il a été analysé par les historiens depuis très longtemps, je pense en particulier à l'historien britannique Stephen Meynell,
et plus près de nous par un historien français qui est Pascal Horry. Donc on sait depuis très longtemps qu'il existe un lien entre les modes de réception des discours, du discours nutritionnel et les cultures alimentaires. Alors moi, ce qui va m'intéresser ici, eh bien, c'est d'illustrer ce phénomène concrètement, en commençant d'abord par rappeler ce que sont, mais je vais le faire très rapidement, les spécificités de la culture alimentaire des Français, avant de vous présenter les principaux résultats d'un programme de recherche que nous avons réalisé, qui s'appelle Alleg Nutri, qui a été financé par l'ANR et qui porte plus précisément sur la perception que les consommateurs français ont des allégations nutritionnelles et de santé. Alors, si on veut avoir une idée du lien qui existe entre culture alimentaire et nutrition, eh bien moi je vous conseille de lire ou de relire l'excellent ouvrage qui a été publié sous la direction de Claude Fischler et Estelle Masson. Alors cet ouvrage, comme son titre l'indique, Français, Européens et Américains face à l'alimentation, eh bien, décrit, en les comparant, les cultures alimentaires de plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans ces deux pays, c'est de voir qu'il y a des contrastes extrêmement importants. Voilà, j'ai tiré deux verbatim de ce livre pour vous montrer, en guise d'illustration, ce que signifie manger pour un Américain. Lorsqu'un Américain parle de son alimentation, alors vous voyez qu'il en parle essentiellement en termes de nutrition. Alors il vous parle de protéines, d'hydrates de carbone. On vous explique, ça c'est le verbatim numéro 2, on vous explique qu'on n'a pas besoin, que notre corps n'a pas seulement besoin d'aliments, il a aussi besoin de protéines, d'hydrates de carbone, d'eau. Et j'ai souligné cette phrase qui m'a paru tout à fait extraordinaire parce qu'on ne la trouvera jamais, pour l'instant, dans la bouche d'un Français, y compris ceux qui sont, je dirais, particulièrement portés par la nutrition. Il m'arrive parfois d'avoir une grande faim de protéines. Alors, en France, on peut avoir faim de chocolat, on peut avoir faim de viande, faim de steak, mais pas de protéines. Donc, quand on parle nutrition aux États-Unis, quand on parle alimentation, pardon, aux États-Unis, on parle nutrition. Mais vous voyez qu'aux États-Unis, l'alimentation, c'est aussi une affaire personnelle, une affaire individuelle. C'est une affaire de choix. Chacun, comme le dit le verbatim numéro 2, a le choix de choisir ce qu'il veut manger. Ça suppose donc que si on veut bien manger, il suffit de faire les bons choix. On a besoin pour cela de disposer de toute l'information nécessaire et donc une information nutritionnelle détaillée. Alors, vous remarquerez que l'on retrouve ici, avec cette problématique du choix individuel et cette problématique de la nutrition, eh bien, les deux caractéristiques de la morale puritaine, qui sont eh bien, un rapport fonctionnel, voire ascétique, à l'alimentation, d'où la focalisation sur le contenu de l'aliment, et puis le thème de la responsabilité individuelle. C'est à moi qu'il appartient de faire les bons choix si je veux bien manger, si je veux être en bonne santé. Si je suis malade, eh bien, il faut que je m'en prenne qu'à moi-même. Alors, si on regarde ce qui se passe du côté des Français, eh bien, on voit que les caractéristiques qui nous sont présentées ici sont radicalement différentes. Ce qui intéresse les Français, c'est d'abord, et ça c'est un élément extrêmement important, c'est le goût des aliments. Ce sont donc leurs caractéristiques organoleptiques,
mais aussi, ils veulent connaître aussi l'origine du produit, la manière dont il a été produit. Ça, c'est très important parce que, comme on va le voir tout à l'heure, il y a dans la perception des consommateurs français une relation entre le goût des aliments, leur origine, leur mode de production et leur qualité, y compris sanitaire. Et ça, c'est un point important de mon développement. Donc on comprend pourquoi, eh bien, en France, on accorde une importance particulière aux labels et aux signes de qualité. En France, l'alimentation n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire sociale. Manger en France, ça veut dire manger avec les autres, c'est la commensalité. Quand on mange avec les autres, à la maison, avec sa famille ou avec sa famille, on mange aussi souvent la même chose que les autres, puisqu'on partage les mêmes aliments. Alors cette problématique de la commensalité et du partage va nous amener à nous poser au moins deux questions. Est-ce qu'un aliment qui est nutritionnellement optimisé, ou qui va porter, comme je vais le montrer, des allégations nutritionnelles ou de santé, est un aliment qui est bon pour le goût? Autrement dit, quelle est sa valeur hédonique? Première question. Et deuxième question, est-ce que cet aliment qui a été optimisé, généralement quand on optimise l'aliment, c'est pour le faire correspondre à un besoin spécifique. Donc puisqu'il a été conçu pour répondre à un besoin spécifique, est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'il est partageable? Autrement dit, quelle est la valeur sociale de cet aliment, puisqu'on a vu que la valeur sociale d'un aliment, c'est quelque chose d'important pour les Français. Voilà au moins deux questions auxquelles je vais essayer de répondre tout à l'heure, en vous présentant donc les résultats du programme de recherche à l'EGNutri. Alors c'est un programme qui a mobilisé 3 équipes. L'équipe que j'anime à Nantes, l'équipe que Claude Fischler anime au centre Edgar Morin, et puis notre collègue et ami Pierre Combris, qui est également intervenu dans ce programme. Nous avons eu pour ce programme un partenaire qui était l'association Bleu Blanc Cœur. Je reviendrai sur le rôle qu'a joué cette association tout à l'heure. Alors quelques mots sur le protocole que nous avons mis en œuvre. Alors c'est un protocole qui s'est organisé autour de deux phases. Une phase qualitative qui est, comme vous pouvez le juger, au regard du nombre de personnes impliquées, extrêmement lourd, puisque nous avons fait, comme on le fait classiquement, des entretiens et des focus group. Mais nous avons également observé des comportements d'achat en situation réelle, donc dans les magasins. Nous avons également accompagné 30 personnes pendant qu'elles faisaient leurs courses. Nous avons également invité un échantillon de personnes à venir faire leurs courses en leur donnant toute une série de scénarios d'achat dans une supérette reconstituée, un magasin laboratoire à Nantes. Nous avons également relevé les consommations d'un panel de 64 personnes que nous avons suivies pendant plusieurs mois. Et nous avons mis en place, grâce justement à l'aide de Pierre Combris, un protocole d'économie expérimentale. Donc vous voyez qu'on a ici à la fois des données qualitatives, déclaratives, mais on a aussi des données sur les comportements, et ça c'est extrêmement important puisque ça nous permet de trianguler, de vérifier s'il y a un décalage ou pas entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors, la deuxième phase, c'est une phase donc quantitative qui nous a permis d'administrer un questionnaire par téléphone auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes. Alors, ces données nous ont d'abord permis d'évaluer le niveau des connaissances nutritionnelles des Français. Alors, nous avons inséré dans une des questions du questionnaire
Enfin, d'abord, excusez-moi, je voudrais vous donner une petite illustration de ce que cette évaluation donne en utilisant les méthodes qualitatives, parce que ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça nous permet également de comprendre quelles sont les logiques de raisonnement qui sont à l'œuvre et que l'on va vérifier avec les données quantitatives après. Voilà donc un exemple d'exercice que nous avons demandé aux participants des focus group, ils étaient 64, de réaliser. Nous leur avons donné une feuille sur laquelle il y avait un tableau avec en colonne des nutriments et en ligne des aliments, et on leur a demandé de les apparier. Autrement dit, de mettre une croix à chaque fois qu'ils pensent que tel nutriment est présent dans tel aliment. Alors, ce que vous constatez, c'est qu'il y a beaucoup de colonnes vides. Il y a des colonnes dans lesquelles on a mis une croix seulement, avec un point d'interrogation, parce que la personne n'est pas sûre, donc voilà, elle pense que. Il y a des colonnes, je pense en particulier à la colonne vitamines, qui sont soit, comme c'est le cas ici, totalement remplies, donc on pense qu'il y en a partout, ou alors dans lesquelles on n'a rien. Voilà. Autrement dit, même les nutriments dont on parle depuis plus de 50 ans, comme les vitamines, quand on demande aux gens de nous dire où il y en a, eh bien, ils sont dans la majorité des cas incapables de vous le dire précisément. Alors, donc, nous avons également fait une évaluation, un quiz, si vous voulez, en utilisant le questionnaire de ces connaissances. Nous avons inséré une question dans laquelle il y avait une liste d'affirmations, certaines étant fausses, d'autres vraies, et on a demandé donc aux répondants de répondre sur une échelle d'accord de 1 à 5, et nous avons pu à partir de là calculer des moyennes, mais alors je ne vais pas commenter les moyennes parce que ce n'est pas très intéressant, je vais vous montrer, parce que c'est beaucoup plus intéressant, comment les évaluations se distribuent sur l'échelle de notation. Alors vous voyez que lorsqu'on pose la question de savoir si l'oméga 3 est une protéine, on a des réponses qui sont très, très étalées. Vous en avez beaucoup qui ne savent pas trop, qui ne savent pas. Et puis finalement, quand on regarde ce qui se passe du côté des deux extrêmes, on constate que les réponses sont presque également réparties. Est-ce que le beurre contient beaucoup d'oméga 3 ? C'est pareil. Alors les oméga 3, on n'en parlait pas depuis aussi longtemps que les vitamines, mais vous voyez ce que ça peut donner. Est-ce que la viande rouge contient des fibres ? On a une bonne partie des répondants qui pensent que oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une confusion entre fibres musculaires et la fibre nutriments. On l'avait vu d'ailleurs sur le petit tableau ici, puisque vous voyez que la personne qui a répondu à la colonne fibre, elle a mis fibre viande rouge et viande blanche. Qu'est-ce que c'est qu'une fibre ? Beaucoup de personnes ne savent pas dire précisément. Est-ce que l'huile d'arachide est plus grasse que l'huile d'olive ? On a une majorité de répondants qui pensent que oui. Voilà, donc si on va être en bonne santé, il vaut mieux manger, y compris sans restriction, de l'huile d'olive, parce que normalement, il n'y a pas de problème avec l'huile d'olive, puisqu'il y a, comme vous le savez, le régime méditerranéen. Est-ce que la viande rouge contient beaucoup d'acides gras insaturés ? Vous voyez que les réponses sont également réparties, pratiquement, sur l'échelle. Est-ce que l'huile d'olive contient beaucoup d'acides gras saturés ? Vous voyez qu'on confond allègrement acides gras saturés, acides gras insaturés, et je pourrais multiplier les exemples. Voilà. Donc, le niveau de connaissance nutritionnelle des Français, comme on peut le voir ici, extrêmement faible.
Pourquoi? Parce que c'est une connaissance qui ne passe pas. Voilà, entre autres raisons. Alors, nous avons essayé également, à partir de ces données, eh bien, de savoir comment se construisait la valeur santé d'un aliment, et ça c'est le point le plus important de ma présentation, dans la perception d'un consommateur français. Alors, nous avons posé plus précisément cette question de la manière suivante. Ça, c'est une des questions ouvertes qui était insérée dans le questionnaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, selon vous, les caractéristiques qu'un aliment doit avoir pour être bon pour la santé? Eh bien, les réponses que l'on obtient, donc on obtient un corpus de réponses que l'on a traité avec un logiciel d'analyse textuelle qui construit des ACP. Donc, eh bien, on obtient 3 grandes classes de réponses et une classe plus marginale. Alors, 3 grandes classes de réponses. Eh bien, la réponse, qu'est-ce qu'un aliment bon pour la santé? C'est un aliment dont on connaît l'origine. C'est un aliment qui vient du terroir. Vous voyez, la réponse, c'est terroir, local. C'est aussi, et ça c'est un mot-clé sur lequel je vais revenir tout de suite, parce qu'on l'a bien analysé dans la phase qualitative, c'est un aliment qui doit être naturel. Alors c'est un aliment qui doit être de qualité, c'est-à-dire qu'il doit avoir du goût et qui doit être frais. Et puis vous voyez que le seul mot qui appartient au lexique de la nutrition qui apparaît spontanément ici, c'est le mot vitamine, mais on a vu ce qu'il fallait en penser tout à l'heure. Mais le mot-clé que j'ai souligné ici et qui est important, c'est le sang. Un aliment bon pour la santé, c'est un aliment qui ne doit pas être optimisé, nutritionnellement parlant, on va le voir tout de suite, mais dans lequel on aura idéalement pas mis évidemment de pesticides, mais pas de colorants, pas de conservateurs. Un aliment bon pour la santé, c'est un aliment qui, idéalement, ne doit pas avoir été affecté dans son intégrité. On va voir ce que ça veut dire tout de suite. Et puis on voit apparaître, comme je l'ai dit, une classe beaucoup plus marginale, dans laquelle on voit donc apparaître les mots-clés pas de gras, pas de sucre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, si vous voulez, que l'une des caractéristiques principales de ces répondants, c'est qu'ils ont une IMC supérieure à 28. Alors ça nous montre que le discours du PNNS est bien passé auprès de la cible qui est visée prioritairement par ce discours, mais que malheureusement, les effets ne sont pas aussi favorables qu'on pourrait l'escompter. Alors, j'ai essayé de récapituler ici ce que sont les critères qui font qu'un aliment est bon pour la santé. Donc, on doit connaître son origine. Et puis, il doit être naturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un aliment naturel? Ça veut dire que c'est un aliment qui a été produit idéalement selon un mode de production qui sera le plus proche possible du mode de production artisanal. Ça veut dire qu'il doit être, eh bien, nutritionnellement non optimisé. Autrement dit, il faut qu'on n'ait rien ajouté et rien retranché de cet aliment. C'est ça, hein, ne pas toucher à son intégrité. Et un aliment dans lequel on ne doit pas trouver d'additifs, de pesticides, de colorants, de conservateurs, etc. Alors nous avons repris ces critères pour les mettre en équation. Et puis nous avons donc construit dans le questionnaire Canty toute une série de propositions avec des aliments. Alors je vais vous en montrer quelques-uns, il y en avait une dizaine au total. Des aliments bruts et des aliments non bruts. Alors voici l'exemple avec le jambon. On voulait donc tester sur une échelle de 1 à 10 la valeur santé d'une part. 1 égale aucune valeur santé, 10 égale valeur santé maximale. Et on a voulu comparer donc cette valeur santé sur la même échelle avec la valeur naturalité du produit. 1 aliment naturel, 1 aliment non naturel, 10 aliments naturels. Alors vous voyez que, eh bien, on a du jambon artisanal,
du jambon bio. Et c'est là qu'intervient notre partenariat donc, avec l'association Bleu Blanc Cœur, puisqu'on on voulait tester la stratégie de communication de Bleu Blanc Cœur sur les oméga-3 naturels, c'est-à-dire des oméga-3 qui ont été ajoutés à la viande, ici au jambon, à partir de l'alimentation de l'animal. D'où d'ailleurs cette phrase que les personnes qui étaient chargées d'administrer le questionnaire avaient pour consigne de répéter 3 ou 4 fois, pour qu'elle soit bien claire. Donc du jambon préparé à partir de viande de porc nourri avec des végétaux naturellement riches en oméga-3 qui passent dans la viande, du jambon standard, du jambon allégé en gras et du jambon auquel on a ajouté une plus-value nutritionnelle, celui que l'on aurait dû attendre normalement tout en haut dans le classement, c'est-à-dire du jambon auquel on a rajouté des oméga-3 au moment de la préparation. Mais vous voyez que dans la hiérarchie qui apparaît ici, il y a une corrélation parfaite, d'une part, entre valeur santé perçue et valeur naturalité perçue, et que d'autre part, le jambon auquel on a voulu ajouter une plus-value nutritionnelle, on a voulu optimiser nutritionnellement parlant, c'est celui qui est le plus mal classé sur l'échelle de la valeur santé perçue. On lui préférera de très loin le jambon qui correspond aux critères culturels de la qualité, de ce qui est bon, pas seulement au goût, mais bon pour la santé, que l'on a listé tout à l'heure. Autre exemple avec du beurre, donc on avait du beurre fermier. Alors c'est le mot fermier qui connote, en l'occurrence, la qualité et l'origine du beurre. Donc du beurre bio, du beurre bleu blanc cœur, avec des oméga-3 naturellement ajoutés, du beurre en plaquettes standard, du beurre auquel on a ajouté des oméga-3 au moment de sa fabrication et du beurre allégé. Vous voyez qu'on retrouve la même corrélation tout à l'heure entre valeur santé et valeur naturalité perçue et le même classement pratiquement, à l'exception près quand même que le beurre aux oméga-3 ajouté au moment de la fabrication, il se retrouve devant le beurre allégé. Alors quand on interroge en quali les consommateurs, ils vous disent, oui, vous prenez du beurre, vous l'allégez en matière grasse, qu'est-ce qui reste en fait? C'est quoi ce truc? Donc forcément, même les aliments qui a priori seront mal notés, pour le coup seront notés un peu mieux que celui-là. Je vais revenir sur la question de la différence qu'il y a entre les oméga-3 ajoutés naturellement, grâce à l'alimentation des animaux, et puis les oméga-3 ajoutés artificiellement. Pour expliquer pourquoi il y a une différence, vous voyez que cette différence, elle est évidente. Troisième exemple, des flageolets. Donc on a ici des flageolets cultivés et mis en conserve à la ferme, des flageolets en conserve bio, des flageolets en conserve naturellement riches en vitamines, des flageolets en conserve ordinaire et des flageolets en conserve enrichis en vitamines. Vous voyez qu'il y a une différence entre naturellement riche et enrichi. Ici, la sémantique joue un rôle extrêmement important. Parce que naturellement riche, ça veut dire qu'on ne les a pas mis de manière artificielle. Alors qu'enrichi, ça veut dire qu'il y a eu une opération d'optimisation, précisément, qui est intervenue. Et puis, alors, avec Claude Fischler, on s'est amusé à insérer une allégation, parce que on s'est un petit peu amusé quand même. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire comme allégation avec un produit comme celui-là? Voilà ce qu'on a imaginé. Donc des flageolets en conserve allégés de la substance qui donne des ballonnements. Là, vous voyez que ce bénéfice fonctionnel, pour le coup, il ne remporte aucun succès auprès des consommateurs, parce que lorsqu'on les interroge en quali, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand je veux manger des flageolets, je mange de vrais flageolets, j'assume, sinon, ce n'est pas la peine. Donc là, même schéma que tout à l'heure. Alors je reviens sur la différence entre le jambon bleu blanc cœur, celui dans lequel on a mis naturellement des oméga-3, et le jambon auquel on a ajouté des oméga-3 au moment de la préparation, puisque tous les tests que nous avons faits sur toutes les catégories d'aliments nous donnent absolument la même hiérarchie.
Eh bien, quelle est la différence entre les deux? C'est que dans un premier cas, si vous voulez, les oméga 3 ont été métabolisés par l'animal. Donc la nature a donné son imprimatur, en quelque sorte. Hein, puisque la nature avec un N majuscule, hein, c'est parce que c'est une sorte de principe transcendant, voyez, auquel on se réfère hein, quand on est dans l'indécision. Si la nature a décidé d'accepter que l'oméga 3 entre dans la viande, il n'y a pas de problème, c'est un aliment naturel. Mais quand c'est une opération industrielle de manipulation qui le fait, là, ça devient beaucoup plus suspect. Bien. Si vous avez des questions techniques sur le mode opératoire, Pierre Combry, c'est dans la salle, puisque c'est lui l'expert qui nous a aidé à mettre en place ce protocole d'économie expérimentale. Donc on s'est dit finalement, bon voilà, donc on a interrogé les gens avec ce questionnaire. Ils nous disent voilà ce qu'on considère comme ayant beaucoup de valeur santé et voilà ce qui en a beaucoup moins, mais comment ça se passe dans la réalité? Alors, on a mis en place ce protocole d'économie expérimentale pour le vérifier, mais il faut savoir qu'on l'avait déjà vérifié dans la phase Cali, grâce à toutes les observations que nous avons faites et dont j'ai parlé tout à l'heure en évoquant le protocole. Hein, quand on faisait les courses avec les personnes, on les accompagnait dans les rayons, et quand elles devaient choisir entre plusieurs aliments qu'elles avaient choisis, on prenait l'aliment avec allégation, on le comparait avec celui qu'elles avaient choisi, qui était dans le panier, on lui demandait quel était celui qui était meilleur pour la santé. Et on avait les mêmes réponses que celles que l'on va voir ici. Donc voilà, grâce aussi au partenariat que nous avons eu, et je les remercie avec Fleury Michon, puisqu'ils nous ont livré des milliers de plaquettes de jambon pour faire notre test, eh bien, nous avons donc pu organiser une enchère donc avec des jambons, puisqu'il nous fallait la même marque évidemment, hein, pour éviter de créer des biais. Donc, alors j'ai simplifié pour les besoins de la présentation donc le protocole. Alors, je vais vous présenter les résultats des deux étapes qui ont été mises en place. Donc, une étape de test hédonique en aveugle des différents jambons que je vais vous présenter. Et puis, une étape de présentation, d'évaluation, donc de fixation de prix, avec apport d'informations complètes sur le produit, son origine, son mode de fabrication, etc., etc. Alors voilà quels sont les jambons donc, que nous avons mis aux enchères. Alors il y avait du jambon donc, standard, dit supérieur, de Fleury Michon, du jambon bio, du jambon bleu blanc cœur, donc vous voyez le petit logo hein, bleu blanc cœur qui est ici, les oméga 3 naturels. Alors, nous avons ajouté un sticker sur cette partie-là de l'emballage parce qu'en fait, il se trouve qu'il y avait, c'est un jambon qui est moins 25% sel réduit. Voilà, donc nous avons caché la mention pour la remplacer par l'une des mentions qui apparaît, C, puisqu'elle a disparu maintenant. On va s'expliquer sur les raisons de cette disparition tout à l'heure. Donc la mention filière lin qui figurait dans le logo de Bleu Blanc Cœur à l'époque. Et puis, donc, on avait du jambon léger et du jambon, en fait, le même que le premier, du jambon standard, auquel on a ajouté une fausse allégation. Et donc voilà, donc on a demandé à Fleury Michon de nous coller une petite étiquette ici qui indique qu'il a été enrichi aux oméga 3. Et nous avons procédé donc à nos enchères. Alors voilà ce que donnent les prix avec le test hédonique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, si vous voulez, que le jambon bleu blanc cœur, c'est celui qui, au goût, est le mieux évalué en aveugle. Je vous rappelle qu'il avait 25% de sel réduit. Alors on ne sait pas d'où vient la différence de qualité, mais en tout cas, c'est celui qui a été le mieux évalué en aveugle. Et ça va avoir une incidence aussi, hein, que je vais tenter d'expliquer. Alors le jambon bio est avec le jambon léger, celui qui en aveugle a été le plus mal évalué. Ensuite, on a donc le jambon oméga 3 et le jambon standard. Vous voyez que finalement, ceux-là, ils ont pratiquement la même valeur en test hédonique.
Mais quand on découvre l'information, qu'est-ce qui se passe? On voit d'abord que le jambon bio bondit, littéralement. Alors les gens sont pleins de mauvaise foi parce qu'il se trouve qu'après cet exercice, on les a retrouvés pour débriefer avec eux les résultats de l'exercice, puisqu'ils avaient acheté, ils avaient payé leur tranche de jambon, on les a stockés dans le frigo en attendant qu'ils repartent, et on a fait des focus group avec eux. On leur a dit, vous savez, nous on a observé que les notes que vous aviez données et les prix que vous aviez donnés en aveugle au jambon bio étaient les moins bonnes. Comment se fait-il que lorsqu'on a affiché la mention bio, eh bien, vous avez augmenté le prix? Ben, les gens vous expliquent en fait qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient probablement mal goûté parce qu'ils n'ont pas goûté en premier, etc. Donc on a toute une série de bonnes ou de mauvaises raisons pour justifier en fait le choix dont on connaît la raison. Alors le jambon bleu blanc cœur, lui, il bondit de 2,5 à 2,9. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, si vous voulez, que le jambon qui a été enrichi aux oméga 3, eh bien, il n'est pas si mal noté que ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fallu expliquer aux participants du focus group comment on a mis, parce qu'ils étaient très intrigués quand ils ont vu enrichi aux oméga 3. La question, ça c'est bizarre, mais comment ils ont fait pour mettre des oméga 3 dans le jambon? Ils les ont piqués avec des seringues. Alors la réponse, puisqu'il fallait donner une réponse réaliste, c'est que eh bien, cet oméga 3 a été apporté naturellement en mélangeant à la recette qui a servi à les préparer eh bien, de l'huile de colza qui est une huile naturellement riche en oméga 3. Là, pour le coup, ça passe. Vous voyez qu'on retrouve ici la problématique de l'ajout artificiel et de l'ajout naturel. Alors le jambon léger, il n'a pas eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était essentiellement bien choisi par les femmes. Donc les hommes avaient un évitement presque automatique pour tout ce qui est léger. Et le jambon standard, eh bien, ce qu'on lui reproche, c'est qu'on soupçonne qu'il puisse y avoir des conservateurs, des additifs, etc. Donc vous voyez que la hiérarchie qui apparaît ici va bien dans le sens de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé du film Bleu Blanc Cœur qu'on leur a projeté pour leur expliquer ce que c'était. Eh bien, dans ce film, ben, voilà, il y avait quoi? Eh bien, d'abord, il y avait des photos, il y avait des producteurs qu'on voyait, alors, plusieurs producteurs, un producteur de porc, bien entendu, puisqu'on parlait de jambon, mais aussi monsieur Hulot, qui lui élève, est un producteur de viande de bœuf. On leur explique, ils expliquent où se trouve leur exploitation. Et puis ils expliquent, et c'est là le point le plus important aussi, eh bien, comment ils nourrissent leurs animaux, et ils expliquent comment ces oméga 3 dont on a parlé tout à l'heure ont été ajoutés naturellement au jambon grâce à l'apport dans l'alimentation des animaux eh bien, de fourrage et de graines de lin et de lupin qui sont naturellement riches en oméga 3. Et puis on avait ensuite à la fin de la séquence du film le docteur Schmitt qui intervenait avec sa blouse blanche, qui apportait la caution de la science en disant oui, alors nous on a fait des expériences à l'INRA, en laboratoire, qui démontrent que, eh bien, on a bien des oméga 3, plus d'oméga 3 dans cette viande que dans ce jambon et ailleurs. Vous voyez que le bénéfice que l'on va aller chercher dans l'oméga 3 bleu blanc cœur, c'est un bénéfice en fait qui est fondé sur deux raisons. Première raison, c'est du vrai jambon naturel, obtenu de manière traditionnelle. Et deuxième raison, c'est qu'en plus, en le mangeant, on va avoir un bénéfice santé. Lorsque les bénéfices santé arrivent, si vous voulez, comme un corollaire du critère de choix principal, ça passe beaucoup mieux que lorsqu'on le met en avant comme critère numéro 1, comme on le fait précisément dans une allégation nutritionnelle et de santé. On le voit d'ailleurs très clairement, puisque je vous ai dit qu'on avait débriefé avec les participants à ces enchères. Après, voilà ce que nous disait justement l'une des participantes. Voilà, donc avant le film, quand elle a regardé les emballages, elle s'est dit, tiens, le lin m'a interpellé, alors elle s'est demandé ce que vous venez faire ici, parce que lorsque le consommateur, si vous voulez, pense lin, il pense costume, chemise, il pense tissu, il ne pense pas alimentation. Donc
c'est donc qu'on a fait une transformation ou ajouté quelque chose, vous avez vu, voilà, donc, on soupçonne qu'on est un trafic, donc à ce moment-là, moi, je ne l'achète pas. Et en plus, parler des oméga 3, je trouve ça plutôt négatif, ça m'énerve tous ces produits avec les oméga 3, voilà. Après le film, eh bien, elle a compris que ce n'était pas un produit transformé, qu'il n'y avait pas d'additif ou de conservateur, que ce n'était pas un produit qui avait été élaboré chimiquement et que les oméga 3, eh bien, ils passent via l'animal. Et alors voilà, donc si l'animal les a ingérés et que ça lui a fait du bien, moi, en ingérant sa viande, normalement, je devrais avoir le même bénéfice. Bien, on s'est intéressé ensuite au statut des produits qui sont nutritionnellement optimisés. La question qu'on s'est posée, en fait, si vous voulez, c'était de savoir quels étaient les produits ou les catégories de produits qui supportaient le mieux les allégations nutritionnelles et de santé, et pourquoi celles-là précisément. Alors, d'abord, le kali, puisque c'est ça qui nous éclaire sur les modes de raisonnement des consommateurs. Ben, vous voyez que lorsqu'on a demandé, c'est le même tableau de tout à l'heure, sauf que ce qu'on demandait ici, puisqu'on a toujours nos nutriments en colonne et nos aliments en ligne, c'est de mettre une croix là où on accepterait qu'un nutriment qui n'appartient pas naturellement à l'aliment, y soit ajouté. Autrement dit, quels sont les nutriments que vous accepteriez que l'on ajoute parce qu'ils n'y sont pas à un aliment. Alors, première réaction qui est tout à fait significative, c'est celle des réfractaires véhéments, puisqu'on ne leur a pas demandé d'écrire sur les fiches, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est le cas de Loïc, qui nous dit, voilà, moi je ne veux pas qu'on enrichisse les aliments de base, parce que je n'ai pas confiance dans les industries agroalimentaires, prêts à tout pour créer de nouveaux besoins, et de nouveaux produits à forte marge. Donc lui, zéro croix. On a quand même eu, et c'est ça qui est intéressant, des participants qui ont considéré qu'on pouvait effectivement ajouter des nutriments pour bonifier certains aliments, pour les améliorer nutritionnellement parlant. Et lorsqu'on regarde, et ça c'est un point que je vous demande de garder à l'esprit, parce que je vais revenir sur Guillemette tout à l'heure, puisque c'est son nom, lorsqu'on leur a demandé, si vous voulez, de nous expliquer, comme l'a fait Guillemette ici, pourquoi elle a accepté d'ajouter des oligoéléments à l'huile et des oméga 3 à la margarine, puisqu'après avoir fait cet exercice, ils vont au tableau et on débrief, ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ça. Alors vous avez remarqué d'abord que Guillemette a mis à côté de sa croix, je veux bien qu'on ajoute des oligo-éléments à l'huile à condition qu'ils soient naturels. Alors moi j'ai posé la question à Guillemette en disant, ben voilà, mais comment on fait pour ajouter des oligo-éléments naturellement dans l'huile? Alors elle a réfléchi, elle m'a dit, ben c'est pas compliqué, il faudrait prendre la bouteille et puis mettre dedans soit la tige, soit des feuilles d'une plante naturellement riche aux oméga 3, comme ça, de manière à ce que ça diffuse dans l'huile. Vous voyez, on retrouve toujours le même procédé. Oui, mais comment fait-on pour mettre des oméga 3 dans de la margarine? La margarine, c'est du beurre végétal, donc il suffit d'y ajouter un végétal naturellement riche aux oméga 3. Donc je veux bien qu'on y ajoute, quelque chose aux aliments, mais à condition que l'opération soit naturelle. Deuxième fiche qui va nous intéresser pour comprendre comment fonctionne le raisonnement des consommateurs, c'est la fiche de Michel, qui a été commentée de la même manière par elle après. Donc, Michel est d'accord pour qu'on ajoute du calcium dans de la margarine, parce que c'est plus bénéfique pour la santé. Alors, elle est d'accord aussi pour qu'on ajoute un antioxydant dans la viande rouge. Bon, ça c'est un cas très particulier. Mais elle est surtout d'accord pour qu'on ajoute des tas de choses dans les céréales.
Hein, vous voyez, les céréales du petit déjeuner. Hein, donc, des fibres, des vitamines, du calcium et du fer. Et puis ensuite, elle nous fait un commentaire en dessous en mettant « Je veux bien du rajout, mais que pour les produits industriels, genre beurre, yaourt, huile, céréales. » Alors lorsqu'on regarde, parce que ça c'est une constante, quel est le statut de ces aliments, on constate que ce sont d'apport, et pour beaucoup, on l'a vu avec l'huile tout à l'heure, hein, on le retrouve ici avec la margarine, ce sont des ingrédients et non pas des alibas, autrement dit des choses qu'on va mettre dans notre préparation, mais pas pour les manger pour elles-mêmes, et qui ont le plus souvent une image nutritionnelle négative. Donc bonifier un ingrédient qui a une image nutritionnelle négative, ça c'est quelque chose qui entre, je dirais, dans la logique d'acceptation des consommateurs. Mais un aliment, surtout pas. Voilà. Deuxièmement, on constate qu'il y a les céréales du petit déjeuner. Mais quel est le statut des céréales dans le répertoire alimentaire des Français? Les céréales, on va le voir avec quelques verbatim d'explication tout de suite, eh bien, ce sont des choses qu'on va donner aux enfants, pour l'essentiel, le matin au petit déjeuner, pour les booster. Alors, puisqu'il faut les booster, puisqu'il faut qu'ils tiennent à la récré, hein, jusqu'à l'heure du midi, grâce au petit déjeuner, tant qu'à faire, pourquoi pas mettre un maximum de vitamines là-dedans. Donc vous voyez que si on veut répondre à la question de savoir quels sont les aliments et les catégories d'aliments qui acceptent qu'on puisse faire de l'optimisation nutritionnelle, qu'on puisse faire des allégations nutritionnelles et de santé, eh bien il faut s'intéresser au statut qu'ils ont. Et alors c'est aliments, ingrédients, et à la place qu'ils ont dans le répertoire alimentaire des Français, comme c'est le cas pour les céréales. Alors j'ai quelques verbatim qui vont le montrer aussi. Alors ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que, puisqu'on parle d'optimisation nutritionnelle, que l'opération d'optimisation eh bien, est acceptée, je dirais, de manière généralement très positive et sans beaucoup de problèmes quand on parle des macronutriments comme les matières grasses, le sel et le sucre, puisque tout le monde sait ce que c'est, et que c'est une opération, cette opération de dosage que l'on fait déjà naturellement soi-même. Mais dès que l'on parle des nutriments, au sens où je les ai définis tout à l'heure, les choses deviennent évidemment beaucoup plus compliquées parce que obscures. Alors voilà, donc l'oméga 3, j'accepte qu'on puisse le mettre dans de l'huile, parce que ça fait une huile qui est meilleure pour la santé si on ne peut pas utiliser l'huile d'olive. Voilà. Ingrédients, image nutritionnelle négative, ça pose moins de problèmes. On a parlé du statut des céréales tout à l'heure. Vous voyez, voilà le verbatim de la maman qui a accepté de mettre tout ce qu'on a vu là sur sa petite fiche. Idem pour le yaourt, le magnésium, le calcium dans le yaourt ou le lait, ça peut être bien, mais vous voyez qu'on s'adresse ici à un profil de consommateur très, très particulier. Ça peut être bien pour renforcer les os des personnes fragiles. Alors ceux qui répondent ne répondent pas forcément pour eux, hein. Ils répondent que ça peut être bon pour les autres, c'est-à-dire les enfants ou les femmes après la ménopause. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc, d'une part, quel est le statut de ces aliments, et d'autre part, c'est de voir comment sont utilisés ces aliments qui ont été optimisés. Vous voyez que dans le cas, par exemple, de la margarine anti-cholestérol, eh bien, voilà, vous avez une personne, ça c'est pendant les courses, donc je l'accompagnais, et puis il est allé au rayon, beurre, margarine, et il a pris, ce vieux monsieur, de la margarine qu'il a mis dans son panier. Alors je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi, et puis il me dit, voilà, donc moi j'ai du cholestérol. Donc mon médecin m'a convaincu que c'était important que je puisse faire attention, donc j'achète de la margarine anti-cholestérol, mais vous voyez l'usage qu'il en fait, c'est comme un médicament. Quand mon taux de cholestérol monte, je prends de la margarine avec des oméga, et puis j'arrête quand il redevient normal. Autant prendre un cachet, c'est plus rapide. Et puis une autre personne qui me disait aussi, alors comme j'aime pas trop la margarine aux oméga,
Quand je fais une omelette, je triche, j'ajoute une petite noix de beurre, puisqu'il faut bien donner, du goût et que, évidemment, on considère que ces aliments en ont beaucoup moins. Alors nous avons voulu vérifier à travers une autre enquête que nous avons réalisée avec nos collègues de protéines, des agences protéines et Brain Value. Donc nous avons voulu vérifier, si vous voulez, que ce raisonnement fonctionnait comme on le pensait, en administrant un questionnaire auprès d'un échantillon national de 1000 personnes. On l'a fait dans plusieurs pays. Et dans ce questionnaire, eh bien, en fait, on a voulu tester la valeur santé d'un aliment sans lui associer une allégation, puis la valeur santé de cet aliment après lui avoir associé une allégation. Nous avons donc deux valeurs dont on a calculé la différence pour déterminer le delta. Alors si le delta était positif, ça veut dire que l'allégation apportait de la plus-value santé au produit. Si le delta était négatif, ça veut dire qu'elle apportait une moins-value, paradoxalement, santé au produit, comme on l'a vu tout à l'heure avec le jambon enrichi aux oméga 3. Là où on croyait apporter de la plus-value, on fait le contraire. Mais vous voyez que dans le cas du ketchup, puisque le ketchup c'est un ingrédient, avec une image nutritionnelle négative, lorsqu'on réduit, puisque ça, tout le monde comprend ce que ça veut dire réduire le taux de sucre, lorsqu'on réduit le taux de sucre d'un ingrédient comme le ketchup, eh bien pas de problème, on gagne beaucoup de plus-value de ce point de vue-là. Vous voyez que si on y ajoute un nutriment dont le nom est un peu obscur et que le consommateur ne comprend pas, on perd un petit peu du bénéfice qu'on pensait y ajouter. Si vous prenez le cas des céréales du petit déjeuner, eh bien, vous voyez que lorsqu'on réduit, puisque le sucre, encore une fois, les matières grasses, le sel, ça parle. Si vous prenez des céréales pour le petit déjeuner et que vous les réduisez en sucre, pas de problème, on gagne un bénéfice, une plus-value santé. Mais il suffit en fait d'ajouter simplement la mention céréales complète pour que ce bénéfice s'obtienne automatiquement. Parce que qui dit complet dit qu'il n'a pas été manipulé précisément. Mais si vous prenez un produit qui a une image nutritionnelle très positive comme le muesli, et que vous le réduisez en matière grasse, eh bien là, vous perdez de la valeur santé. Voilà, donc on a ici toute une série de données, si vous voulez, qui nous ont permis de voir que le modèle de raisonnement que nous avons identifié, grâce au QALY, eh bien, fonctionne lorsqu'on applique aux données quantitatives. Alors, optimiser un aliment, ça veut dire éventuellement y introduire une nouvelle substance, donc une substance qui n'y était pas. Alors, quid de la perception que les consommateurs vont avoir de cette introduction d'une substance nouvelle, quid donc du mélange des substances. Alors, on a d'abord fait un petit exercice dans les focus group pour comprendre comment les choses fonctionnaient, encore une fois, dans la tête des consommateurs. On a voulu savoir ce qu'ils pensaient de ce jus de fruits dans lequel on a ajouté des oméga 3. Alors, si vous retournez la bouteille, vous voyez que ces oméga 3 ont été apportés grâce à l'ajout d'huile de poisson. Voilà, donc on mettait la bouteille au milieu de la table et puis on demandait aux gens de nous dire ce qu'ils en pensaient. Ils pouvaient goûter aussi, goûter au début, après il n'y en a plus eu. Et voilà, donc en fait, voilà, en général, si vous voulez, il y avait deux moments. Un premier moment pendant lequel les gens nous disaient, comme c'est le cas avec ce verbatim qui est tout à fait, je dirais, idéal typique. Voilà, moi, quand je vois l'image, je me dis c'est pas mal, c'est sympa, je goûterai sûrement, le dessin est attirant. Faire des allégations avec des images, ça marche beaucoup mieux que le faire avec des mots, ça on le sait depuis longtemps. Et puis ensuite, eh bien, le regard
arrivent sur la mention oméga 3, et là, ils disent, tiens, c'est bizarre. Ils ont mis des oméga 3 là-dedans, alors ils s'adressaient à l'animateur en disant, au fait, comment ils ont fait? Alors, nous, on jouait le jeu en disant, je ne sais pas, il faut retourner l'étiquette pour voir. Et ben voilà, donc voilà ce que ça donne. Oméga 3, je verrai un ajout qui me fait penser que c'est un produit pas naturel. En plus, c'est de l'huile de poisson. Alors là, c'est refusé, je ne bois pas de jus de fruits avec un arôme de poisson, parce que c'est un ajout qui n'est pas naturel au sens de guillemette tout à l'heure. On retrouve d'ailleurs ici une belle illustration de l'une des caractéristiques de la pensée magique, une caractéristique qui veut que la partie ait les mêmes propriétés que le tout. C'est la métonymie. Hein, voilà. Donc, si vous prenez un oméga issu d'une huile de poisson, eh bien, il va sentir le poisson comme le poisson. Si vous prenez un oméga 3 extrait d'une plante, comme le thym, je vous donne cet exemple parce qu'il nous a été cité, dans le cas de guillemette, eh bien, cet oméga 3, il va sentir le thym. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que mélanger du poisson, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, symboliquement parlant, mélanger du poisson et du jus de fruits, eh ben, ça ne passe pas. On a une incompatibilité taxidobique ici. Ça ne marche pas ensemble. D'où les réactions que l'on voit. Alors nous avons testé avec le Canti eh ben, cette problématique des mélanges. Alors nous avons imaginé toute une série de mélanges. Alors je vous en donne juste quatre illustrations pour aller vite. Voilà, parce que bon, une chose est d'accepter qu'on puisse mélanger des oméga 3 au jambon, comme on l'a vu tout à l'heure avec le jambon bleu blanc cœur, mais il faut faire très attention à la source. Dans le cas du jambon bleu blanc cœur, il n'y a pas de problème puisqu'on donnait à manger aux animaux de l'herbe, des fourrages. Donc c'est tout à fait compatible symboliquement avec ce que le consommateur imagine. Mais si vous prenez du jambon blanc, comme le jus de fruits de tout à l'heure, enrichi avec des oméga 3 issus d'une huile de poisson, ben vous voyez que ça ne marche pas du tout. Cette acceptabilité, on l'a mesurée sur une échelle qui va de 1, tout à fait acceptable, à 5, tout à fait acceptable. Vous voyez que de toute façon, les notes, elles ne sont pas terribles, hein, puisque les gens, par principe, ils n'aiment pas qu'on ajoute. Mais quand même, il y a des ajouts la pilule, on l'a fait mieux passer, en quelque sorte, lorsqu'il n'y a pas de problème d'incompatibilité de substances, comme on peut le voir ici. De la margarine enrichie avec des oméga 3 issus on a imaginé qu'on pouvait tirer des oméga 3 de jus de viande. Ben ça passe pas très bien, mais par contre, si vous mettez des végétaux, ça passe mieux. Pourquoi? Parce que le végétal est un aliment qui est symboliquement pur. Voilà, donc il est compatible a priori avec beaucoup de choses. On s'est demandé tout à l'heure, puisqu'on a vu avec la problématique hédonique que le fait de faire une allégation nutritionnelle et de santé, ça n'ajoutait pas beaucoup de valeur, plaisir aux aliments. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la valeur sociale, puisqu'on a parlé de partage tout à l'heure? Eh bien, nous avons donc imaginé, eh bien, dans notre questionnaire, de poser la question suivante. Voilà, vous devez organiser un repas improvisé, donc on est dans un scénario d'urgence ici, pour des amis, parce qu'ils se sont invités sans que vous ayez été prévenus. Donc vous ouvrez votre frigo, vous voyez qu'on est déjà dans une situation extrême ici. Hein. Les gens n'ont pas pu préparer. Et puis, vous vous dites, il y a dedans des différents aliments, est-ce que vous pouvez nous dire... Et en particulier, je vais commenter la partie jambon, du jambon bleu blanc cœur, donc issu de viande, du jambon enrichi aux oméga 3 et du jambon allégé. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont parmi ces jambons ceux que vous leur servirez, parce que vous considérez qu'ils conviennent à tout le monde, et ceux auxquels que vous ne donneriez à personne, y compris à ceux qui ont des besoins particuliers? Bien, vous voyez que de tous ces jambons, le seul qui soit, c'est la colonne bleue, hein, eh bien, partageable, même s'il y a quelques petites restrictions quand même. C'est le jambon naturel bleu blanc cœur. Nous avons essayé de tester cette hypothèse autrement, en invitant un échantillon de 20 personnes qui ont été choisies sur les critères qui sont indiqués ici.
à venir participer à une opération d'achat que nous avons organisée dans un magasin expérimental que nous avons installé dans nos locaux à Nantes. Alors sur ces 20 personnes, il y en avait 7 que l'on a recrutées parce qu'on savait, enfin grâce à nos contacts, on savait qu'elles avaient du cholestérol. Donc voilà, voilà à quoi ressemblaient les étagères de nos magasins. Donc on a bien aligné les produits pour qu'ils soient parfaitement visibles, pour qu'ils ne perdent pas de temps à les choisir. Là, il y avait des prix en dessous, puisqu'ils devaient faire leurs achats sous contrainte budgétaire. Donc on avait toutes les catégories de produits, du jambon, des jus de fruits, de l'huile, voilà, du beurre, de la margarine, des céréales pour le petit déjeuner, etc. Et voilà, donc les participants arrivaient. Alors la GoPro n'existait pas encore il y a 3-4 ans. Et donc voilà, donc on s'était débrouillé pour accrocher une micro-caméra sur un bandana qu'on leur mettait sur la tête, ce qui nous a permis de filmer donc, ce qu'elles voyaient. Et voilà, donc on leur donnait un sachet et on leur disait, ben voilà, ce qu'on va vous demander, c'est de faire vos courses. Vous avez tout ce qu'il faut dans le magasin ici, avec plusieurs scénarios. Je vous donne quelques scénarios qui vont permettre d'illustrer la relation entre commensalité et allégation. Scénario numéro 1, vous avez prévu de faire une raclette à la maison, vous avez tout ce qu'il faut, allez-y, servez-vous. Bien. Scénario numéro 2, vous avez invité des amis pour une raclette à la maison. Scénario numéro 3, vous avez, puisqu'on savait qu'il y en avait, vous venez d'apprendre pour les autres que vous avez, vous ou votre conjoint avez du cholestérol et vous avez prévu de faire une raclette à la maison. Alors le scénario numéro 1, alors tout le monde était concerné sur le scénario numéro 2 et numéro 3, sauf les personnes qui avaient du cholestérol sur le scénario numéro 1, puisqu'elles étaient concernées par le scénario numéro 3 directement. Et bien voilà les principaux constats que l'on a fait. La raclette sans les amis, les produits préférés sont toujours les mêmes, les produits qui portent des labels et des marques, donc les produits de qualité. Et on constate, puisque le critère CSP est un des critères d'intégration, d'inclusion, eh bien on constate que le choix se fait le plus souvent sur la contrainte du budget, bien naturellement. Et on constate, et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, constat numéro 2, qu'il y a un évitement systématique des produits qui portent des allégations nutritionnelles et de santé, donc qui ne sont pas partageables, dans le cas du scénario de la raclette avec les amis. Et chose plus surprenante encore, enfin surprenante si on veut, si je veux dire, c'est que dans le scénario avec cholestérol, on constate que même les personnes qui avaient du cholestérol ne choisissent pas systématiquement. Elles ont une préférence pour les produits naturels. Elles ne choisissent pas systématiquement, comme on l'avait déjà vu, les produits anti-cholestérol. Et d'ailleurs, cela ne nous a pas surpris puisque nous avions administré donc, dans l'une des questions du questionnaire, nous avions inséré cette question-là précisément. Donc une question qui était libellée de la manière suivante. Vous venez d'apprendre que vous avez du cholestérol. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont parmi les options qui vous sont proposées ici, celles que vous choisirez en rang numéro 1, première option que je choisirai, deuxième option, rang numéro 2, et troisième option, rang numéro 3. Eh bien, vous voyez que prendre des produits alimentaires dans lesquels on a ajouté un agent actif anti-cholestérol, eh bien, c'est l'option qui arrive de très loin. Après, faire du sport, manger des fruits et des légumes, faire un régime, ça veut dire faire du sport et manger des fruits et des légumes. Donc, c'est redondant. Mais ce qui était intéressant, puisque la colonne bleue, c'est la première option, c'est de voir que cette option vient après prendre des médicaments. Bien. Bien, je termine en vous présentant très rapidement ce qu'ont été, je dirais, les conséquences de ce travail que nous avons fait donc, en partenariat avec l'association Bleu Blanc Cœur sur ce qui est devenu leur stratégie de communication. Ce sont des slides que j'ai récupérés chez eux.
Eh bien voilà, donc Bleu-Blanquer nous explique qu'ils sont passés, puisque l'association existe depuis très longtemps, hein, qu'ils sont passés d'une stratégie commerciale et de communication qui était centrée sur un marché de niche ultra segmenté, avec une alimentation, une communication santé, qui était ciblée sur les seniors, à une communication maintenant je dirais, qui s'adresse à tout le monde, une cible familiale et une communication sur la naturalité. Autrement dit, on est passé de l'armoire à pharmacie, hein, que vous aviez ici, dans les années 2000, là, eh bien, à du fond de rayon, comme tout le monde, j'imagine, ici, a déjà eu l'occasion de s'en rendre compte. Voilà simplement quelques illustrations qui me paraissaient intéressantes de vous montrer, parce que des produits qui portent des allégations, ça remonte pas à hier. Hein. Il y a eu des expériences qui ont été faites par les industriels il y a très longtemps. Ça, ce sont des images qui m'ont été là également données par Bleu-Blanquer. Ben, vous voyez, voilà. Donc Matine, par exemple, a fait tout un travail, hein, pour essayer de communiquer sur des œufs aux oméga 3, idem pour tous les autres produits que vous voyez ici. Ben, tout ça, ça a été des échecs sur le plan commercial, avec l'option stratégique que Bleu-Blanquer a choisie. Eh bien, depuis, et les industriels évidemment, on voit que les choses a priori se passent beaucoup mieux, puisqu'on a 3 exemples ici de produits qui sont de véritables succès et sur lesquels il y a des allégations, mais d'oméga 3 naturels cette fois. Voilà, je vous remercie. Oui, alors j'ai insisté moi-même, hein, sur le biais qu'il pouvait y avoir entre ce que l'on déclare et ce que l'on fait. C'est ce qui explique pourquoi, comme je l'ai dit, dans notre protocole, hein, nous avons à la fois des données déclaratives, mais aussi beaucoup de données d'observation et d'achat en particulier. Alors, le problème que vous posez, si vous voulez, ça concerne les personnes qui ont du cholestérol et la manière dont elles le traitent. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, si vous voulez, parmi celles qui avaient du cholestérol en particulier, hein, dans notre magasin laboratoire, nous dire clairement, puisqu'on leur a dit, ben, finalement, vous avez du cholestérol, il y a la margarine anti-cholestérol. Nous dire, ben, finalement, moi, mon cholestérol, je le traite simplement en prenant un cachet. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide et c'est moins cher puisque c'est remboursé par la Sécu, plutôt que de prendre une margarine anti-cholestérol dont je ne sais pas combien de kilos il faut que je mange pour que ça ait réellement un effet. Autrement dit, oui, ce décalage existe, mais là on parle, si vous voulez, de ce qui se passe lorsque les personnes décident réellement de s'appliquer un régime. L'option qui va consister à choisir un aliment portant une allégation n'est pas celle qui est automatiquement choisie. C'est ça que je voulais dire. Alors, ce que ces relevés, si vous voulez, nous ont permis de voir, ce sont effectivement un certain nombre de choses qui nous sont apparues être extrêmement intéressantes et qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Nous sommes rendus compte, puisque nous avons, codé de manière systématique et exhaustive toutes les informations qui figuraient sur les emballages alimentaires de ces personnes. Donc, lorsqu'on les a convoquées ensuite, elles étaient 64 au total, hein. Lorsqu'on les a convoquées ensuite pour les réunir en focus, nous avons mis, puisque nous savions qui avait mis quoi dans les emballages alimentaires que nous avions récupérés, qui avait consommé quoi, et donc nous avions mis les emballages de ces produits alimentaires sur la table, et nous avons demandé aux gens de nous dire s'ils reconnaissaient les aliments qu'il y avait dans leur sac poubelle qu'on avait récupéré. Et puis à partir de là, on a pu poser la question de savoir qui mangeait, qui buvait tel lait enrichi au calcium, par exemple, à quelle fréquence, avec quoi, etc. Autrement dit, on a pu aller beaucoup plus loin sur l'analyse de ce qu'étaient les usages qui étaient faits de ces produits qui portent des allégations. On en a vu juste quelques petites illustrations tout à l'heure. Et puis on s'est rendu compte aussi, et surtout,
qu'une bonne partie des produits qui avaient été achetés et sur lesquels il y avait des emballages, des allégations, excusez-moi, pour qu'une bonne partie de ces allégations n'avaient simplement pas été vues. C'est le cas typiquement du lait. Voilà, donc j'ai une bouteille de lait, je sais que la personne qui est en face de moi a acheté, parce qu'il y en avait plein dans ces sachets, du lait enrichi aux vitamines ou à je ne sais quoi, et on leur dit, ben, finalement, le lait que vous consommez, c'est celui-là. Alors elle nous dit oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères sur lesquels vous l'achetez? Eh bien, elle nous dit, ben, c'est pas compliqué. Moi, de toute façon, dans mon schéma heuristique d'achat du lait, j'exclus automatiquement tous les laits premier prix en pack parce que j'ai un doute sur la provenance. C'est toujours le problème de l'origine. Tout ce qui vient de loin est considéré comme étant suspect. Donc j'exclus tous les aliments premier prix, j'exclus tous les aliments haut de gamme et je tape au milieu. Alors ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur les bouteilles, moi je m'en fiche parce que c'est de l'achat automatique. Donc on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'une partie des informations nutritionnelles qui figuraient sur ces emballages n'étaient tout simplement pas vues parce qu'on a des procédures d'achat, ça je dirais on le sait aussi depuis longtemps, hein, qui font qu'on ne regarde pas tout simplement ce qui est marqué sur les étiquettes. C'est aux industriels de répondre. Moi, je pense que comme allégué, ça va coûter très cher, depuis la promulgation du fameux règlement, il y a effectivement un intérêt à bien vérifier que la plus-value qu'on en attend, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des catégories de produits sur lesquels il n'y avait pas de problème. Hein. Enfin, là, il ne faut pas simplifier mon propos. Hein. Il y a un marché de niche, hein, ça c'est clair. Hein. Donc il faut simplement s'assurer que l'allégation que l'on veut faire est compatible avec ce que je dirais ça c'est banal, hein, avec ce que le consommateur attend. Et on peut effectivement, dans certains cas, dépenser beaucoup d'argent pour ne pas créer de la valeur perçue. Voilà. Je ne sais pas ce que les industriels, s'il y en a, peuvent répondre à ce sujet, mais voilà ce que à titre personnel, je dirais. Le marché, enfin la communication sur la naturalité étant plus accessible. On l'a vu avec l'exemple de Bleu Blanc-Cœur. Moi, je crois qu'il faut, par principe, éduquer. Alors, il faut commencer évidemment avec les petits, hein. Mais on a vu que c'était, enfin, pour ce qui est des conséquences, un phénomène assez long. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, si vous voulez, puisqu'on parle d'éducation des petits, c'est celle de savoir s'il vaut mieux faire auprès d'eux, dans les écoles, une éducation nutritionnelle ou plutôt une éducation alimentaire. Et moi, je crois que la deuxième option est beaucoup plus efficace. En tout cas, c'est ce que j'observe, puisqu'on vient juste de... Là, je change un peu de sujet. On vient juste de finir un programme de recherche qui a été financé dans le cadre du PNA sur l'éducation alimentaire des enfants. Donc on a travaillé pendant 3 ans avec l'éducation nationale, le rectorat de Nantes, l'inspection académique, pour mettre au point des contenus pédagogiques qui sont tournés non pas vers l'éducation nutritionnelle, parce que les gamins, ils ne reçoivent pas ça très bien, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ça ressemble bigrement au devoir de maths, parce qu'il faut faire du calcul, etc. On est sur un registre cognitif. Voilà, donc avec tous les problèmes qui se posent. Maintenant, si on passe du registre cognitif au registre sensible, bien, les choses se passent beaucoup mieux. Et donc on a conçu des modules de cours sur les aliments, leur histoire, etc., avec les inspecteurs d'académie, qui les ont mis au format de l'éducation nationale, et ces programmes ont été implémentés dans une vingtaine d'écoles, des villes de Nantes, des écoles primaires, de Nantes et d'Angers. Donc les instituts ont fait les cours.
À côté de ces cours sur les aliments, on a organisé des ateliers cuisine, des visites de sites de production, des ateliers d'éveil au goût, et le résultat qui a été mesuré eh bien, montre que c'est les enfants qui étaient pris dans l'expérimentation, éducation alimentaire versus éducation nutritionnelle, eh bien, avaient une tendance à manger beaucoup plus, puisque tout ça a été mesuré sur les retours plateaux, beaucoup plus de légumes que les enfants du groupe témoin, puisqu'on avait des classes témoins qui nous permettaient eh bien, de faire la comparaison. Donc pour répondre à votre question, moi je pense que faire une éducation alimentaire, si on veut apprendre aux enfants à manger naturellement plus de fruits et de légumes, à manger naturellement plus équilibré, ça me semble être beaucoup plus efficace que de faire de l'instruction nutritionnelle, puisque c'est comme ça que c'est vécu. Ce n'est pas, les gamins ne vivent pas cela de la même manière et ni sur le même registre. Enfin, nous, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que ce sont ces allégations-là, j'ai parlé des allégations qui sont faites sur les macronutriments. Donc matières grasses, sel, sucre, sont précisément celles qui sont les mieux comprises et les mieux acceptées. On l'a vu avec l'exemple du muesli, du ketchup réduit en matière grasse ou des céréales réduites en sucre. Donc oui, on a effectivement là, je dirais, un message qui est, voilà, qui est bien compris, bien perçu. Maintenant, il faut savoir, si vous voulez, que l'un des effets possibles de cette allégation, c'est de réduire l'appréciation que l'on peut avoir de la valeur hédonique, du goût du produit. Donc l'arbitrage, il est, à mon avis, plutôt de ce côté-là. Hein. Maintenant, on a vu que dans beaucoup de cas, ça fonctionne, et bien, dans ce cas précis. Lorsque vous prenez un produit industriel dans lequel on sait qu'on a mis du sel ou du sucre, céréales du petit déjeuner, si vous dites qu'on en a mis un peu moins, vous n'enlevez pas vraiment, vous diminuez. D'ailleurs, les mentions, c'est réduit. Taux de sel, etc. réduit. Donc, vous voyez ce que je veux dire, le schéma de perception n'est pas tout à fait le même. Si vous prenez du beurre et que vous enlevez de la matière grasse, là, effectivement, le consommateur peut se demander ce qui reste. Ça, c'est sûr. Enfin, j'ai répondu sur la question éducation alimentaire ou éducation nutritionnelle, donc je pense que les choses sont claires de ce point de vue-là. Je voudrais juste revenir sur l'une des diapositives que j'ai montrées, puisqu'on a parlé de Bleu-Blanc-Cœur. Il se trouve, si vous voulez, que nous avons commencé un nouveau programme de recherche qui s'appelle ALID, qui est financé par l'ANR, Alimentation Durable, avec nos collègues de l'INRA de Rennes, dans lequel on teste différents types de menus auxquels on associe différents types de messages. Donc on a fait un premier pilote sur Nantes et on s'apprête à déployer donc, le protocole sur une échelle beaucoup plus lourde à Rennes, le terrain étant constitué par les restaurants d'entreprise, donc, puisque ces tests portent sur les contenus de plateau des convives qui mangent dans ces restaurants d'entreprise, donc auxquels on présente ces menus en même temps que les messages qui les accompagnent. Alors il se trouve, si vous voulez, que l'on a testé la valeur qui était associée, alors de manière qualitative pour l'instant, qui était associée au message que l'on a construit à partir de l'image que je vous ai projetée tout à l'heure et que j'ai empruntée à Bleu-Blanc-Cœur. Donc un menu sur lequel on communiquerait sur l'origine du produit, sur l'identité du producteur et sur le mode de production. S'il s'agit d'un éleveur, par exemple, le mode d'alimentation, le bien-être animal, etc.
Eh bien, qu'est-ce que l'on constate? On constate, si vous voulez, que ce que les consommateurs sont prêts à payer, encore une fois, ce que nous avons fait à Nantes n'est qu'un pilote, mais on a quand même quelques résultats quantitatifs qui sont tout à fait significatifs. Lorsqu'il faut choisir entre un repas sur lequel il y a une communication uniquement centrée sur l'équilibre nutritionnel et un repas derrière lequel on a un message du type de ce que je viens de dire, le choix va immédiatement vers le message numéro 2. Et quand on débriefe avec les gens pour leur demander pourquoi ils choisissent de prendre ce menu plutôt qu'un menu nutritionnellement équilibré, etc., eh bien la réponse est simple, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus confiance dans la valeur santé des aliments, et qui plus est, et là je réponds à votre question, ce qu'ils veulent en exprimant cette préférence, pour laquelle ils ont payé 10% plus cher leur menu, c'est contribuer à la sauvegarde d'un mode de production qu'ils considèrent comme étant traditionnel, important, contribuer à accroître les revenus de l'agriculteur. Autrement dit, le vocabulaire qu'ils utilisent, c'est celui de solidarité, responsabilité. Voilà. Donc, autrement dit, les consommateurs sont effectivement prêts à, semble-t-il, on va le vérifier, on va voir, il faudra qu'on le vérifie sur notre protocole à Rennes, mais ils sont, semble-t-il, prêts à payer pour d'autres valeurs que, ça on l'a déjà vu dans ce que je vous ai montré, d'autres valeurs qui sont des valeurs de solidarité, etc., que la valeur santé au sens strict. Ça, c'est tout à fait clair. Une part d'éthique. Oui, enfin, on peut appeler ça comme on veut, oui. Le test de ce message fait partie du protocole, puisqu'on a au moins 3 messages que l'on va tester. C'est le message que j'ai du mal à qualifier pour l'instant, qu'on a appelé terroir, région, etc. Le message nutrition, équilibre nutritionnel, et le message environnement. Alors, sur le pilote qu'on vient de faire à Nantes, les résultats ne sont pas excellents, il faut bien l'avouer. Voilà, mais j'attends la suite du programme pour te donner une réponse beaucoup plus précise. Donc, rendez-vous dans 5-6 mois. Ben moi, je pense que si on pouvait trouver un affichage de ce type qui serait idéal, puisqu'on aurait absolument tous les critères. Là, les consommateurs auraient une information exhaustive pour choisir, mais bon, enfin, on a vu combien il était déjà difficile, je dirais, de faire passer un message comme celui de la nutrition, par exemple. Donc, je ne sais pas quelle forme elle peut prendre, cette communication. Nous, on se rend compte, dans le cadre du travail que l'on fait, là, que je viens d'évoquer, qu'il est déjà très difficile, si vous voulez, de trouver un indicateur clair que l'on peut communiquer au consommateur pour lui dire voilà ce qu'est un produit bon pour l'environnement. Là, on est en train de se casser la tête avec nos collègues de l'INRA de Rennes, justement, pour trouver des indicateurs que l'on puisse présenter clairement et de manière, je dirais, scientifiquement crédible. Parce que lorsque le consommateur parle spontanément d'impact environnemental, lorsqu'on lui présente des menus, lui, ce qu'il voit, c'est le transport, la proximité. Il vous dit, moi, si je veux faire un geste pour l'environnement, eh bien, je vais le faire en achetant au plus près de chez moi, parce que je serai sûr, d'une part, que j'aurai des produits de qualité, pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure, et qui plus est, je paye également, dans le même temps, mon éco pour l'environnement. Sauf qu'on sait que, scientifiquement parlant, c'est très discutable. Voilà, donc comment faire déjà pour faire passer, si vous voulez, pour trouver un indicateur que l'on puisse communiquer simplement, c'est déjà pas simple.